Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Angélique Perrault, maman de 2 enfants, doula et animatrice Montessori. Et on a choisi ensemble d'aborder la question de l'impact de la vie intra-utérine et de la naissance sur le psychisme de l'enfant. Bonjour Angélique. Bonjour Chloé. Je suis ravie d'échanger avec toi à ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, notamment en tant que psychologue, puisqu'on est amené à percevoir ces traces-là qui sont assez subtiles en consultation, des mémoires in utero. J'ai vraiment hâte que tu nous en parles. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, merci à toi en tout cas pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Angélique, je suis doula depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, donc c'est-à-dire que j'accompagne les parents dès le désir d'enfant. Donc c'est surtout dès la grossesse, mais ça m'est arrivé d'avoir des parents qui m'appellent dès le désir d'enfant. Et je les accompagne pendant la grossesse, ça peut être aussi pendant l'accouchement et jusqu'au postpartum. Et c'est vrai que moi, dans ma pratique, j'ai vraiment 2 axes qui m'animent profondément en fait dans ce métier-là. C'est de soutenir et d'accompagner les parents en fait dans la reconnexion à leur pouvoir intérieur pour pouvoir faire des choix en conscience qui correspondent à ce qu'ils sont profondément et qu'ils ne se fassent pas happer par les protocoles hospitaliers, le suivi médical qui peut être assez paralysant et qui puisse les détourner de leur confiance, leur projeter des peurs qui ne leur appartiennent pas, etc. Donc c'est une partie de mon travail. Et après, la deuxième partie de mon travail, en tout cas qui me tient profondément à cœur, et c'est celle qui du coup t'intéresse, c'est de soutenir les parents dans la création d'un lien fort et sécurisant avec leur bébé dès la grossesse, voire même dès la préconception. Parce que pour moi, c'est évident qu'en fait, il y a une vie avant la vie quelque part. Il y a vraiment une conscience qui est déjà présente pendant la grossesse, qui est déjà présente avant, et c'est connu maintenant en fait que le fœtus est une véritable éponge émotionnelle, et donc il ressent tout, il perçoit énormément de son environnement. Et il va se construire ses premières croyances pendant la vie intra-utérine en fonction de ce qu'il perçoit. La naissance, c'est aussi un passage déterminant en fait dans sa construction psychique. Et donc, du coup, ça me tient à cœur de sensibiliser les parents sur ce sujet-là et de les soutenir dans le fait d'accompagner leur enfant avec le plus grand respect déjà dès ce moment-là. Donc, construire un lien fort et sécurisant dès la grossesse. Voilà, c'est vraiment les 2 axes qui m'animent dans ma pratique. Ok. Et quel est ton parcours personnel à toi? Qu'est-ce qui t'a mené vers toutes ces réflexions? Alors, c'est long, c'est un long cheminement, c'est vraiment tout un parcours de vie en fait. Moi en fait, depuis que je suis enfant, je sais que je suis vraiment animée par une quête, c'est la quête des origines. Tu vois, comprendre qui on est, d'où on vient, etc. Et c'est vrai qu'enfant, par exemple, je me passionnais par l'univers, le système solaire, comment c'est apparu tout ça, en fait. Et puis au fil du temps, en grandissant, quand j'étais adolescente, c'était plutôt les origines de la Terre, les origines de la vie sur Terre. Donc j'ai fait des études de géologie, moi, à la base. Et je me suis beaucoup passionnée par la paléontologie, donc l'origine de la vie, les origines de l'homme. J'ai fait des chantiers de fouilles sur des sites paléontologiques, tu vois, l'homme de Néandertal, tout ça. Et voilà, parce que c'était vraiment ces questions des origines qui m'animaient. Et puis finalement, ensuite, dans mon métier, j'ai travaillé plusieurs années sur des chantiers de forage pétrolier. Et à l'issue de ça, je me suis rendu compte qu'en fait,
c'était une invitation quelque part, parce que quand on fore pour des forages, on fore donc à travers les couches de sédiments pour aller chercher du pétrole, de l'essence. Et pour moi, enfin, l'analogie, elle est évidente en fait entre le fait d'aller creuser à travers les couches de conditionnement pour retrouver sa propre essence en fait. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit mais non, mais en fait tout est lié, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est voilà, ça m'amène à ça, en fait, retrouver en fait qui on est à l'origine. Et donc forcément, à ce moment-là, l'existence de l'âme, d'une vie avant la vie, m'est vraiment apparue comme une évidence. Et puis, j'étais pas encore maman à ce moment-là. Et au moment où j'ai souhaité devenir maman, je me suis beaucoup passionnée par ces questions de qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pendant la grossesse, pendant l'accouchement. J'ai commencé à m'intéresser, à lire beaucoup à ce sujet et j'ai eu des lectures qui m'ont vraiment Bouleversée. ouais, bouleversée. Merci, c'est le mot que je cherchais, tu vois. Un des premiers que j'ai lu, c'est Les 9 marches de Daniel Meroy qui relate du coup le parcours d'une âme qui est en train de s'incarner sur Terre. Et puis après, j'ai lu un autre livre d'un psychanalyste corporel qui s'appelle Bernard Monteau, mais c'est un livre qui a déjà 20-30 ans, qui lui, de par en fait son travail de thérapeute, il faisait vivre beaucoup de revécu de naissance à ses patients et il s'est rendu compte d'à quel point en fait la naissance était une véritable programmation, que c'était à ce moment-là qu'en fait on engrammait les croyances qui allaient conditionner le reste de notre vie quasiment, parce qu'après on rejoue toujours les mêmes enjeux, les mêmes croyances jusqu'à ce qu'on en prenne conscience et qu'on puisse voilà, choisir en conscience de s'en libérer ou de les garder si elles nous semblent utiles, mais en général c'est pas le cas. Voilà, et donc ça, c'est le premier axe qui m'a amenée à ce métier. Et puis, du coup, une fois que je suis devenue maman, c'est ma propre expérience de maternité qui m'a aussi confortée dans le choix de devenir doula. En fait, ça m'a vraiment paru comme une évidence. Parce que là, du coup, c'est vrai que pour mon premier accouchement, que je souhaitais naturel, mais en maternité, parce qu'à l'époque, j'avais même pas pensé que ça pouvait être possible d'accoucher ailleurs, en fait. Et puis qui finalement, voilà, je me suis rendu compte a posteriori à quel point j'étais mal préparée, j'étais mal informée, j'avais pas été soutenue dans mes choix, et donc j'ai pas bien vécu du tout ce premier accouchement-là. Et donc ça m'a permis, même si sur le moment c'était inconfortable, ça m'a permis de grandir et d'apprendre énormément pour justement ne pas revivre la même chose pour le suivant. Et donc du coup, je me suis énormément informée, préparée. J'ai repris confiance en moi, osé m'affirmer, parce que ça, c'est vraiment la grande leçon à prendre de ce premier accouchement dans lequel j'ai subi des violences obstétricales, c'est que voilà, je n'ai pas été respectée, mais dans le sens où moi-même, je ne me respectais pas en n'osant pas dire non quand ça ne me convenait pas. Donc là, c'était vraiment un grand travail pour voilà, affirmer mes choix, les assumer, et voilà. Et donc C'est un classique, hein. oui, mais j'imagine, on est nombreux à passer par là. Et en même temps, je me dis, dans mon travail maintenant, si je peux éviter aux futures mamans d'avoir à passer par ce passage douloureux pour acquérir ça, eh bien, voilà, je leur fais gagner du temps quelque part. Et puis, c'est un peu moins... Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de passer par de la douleur pour apprendre. La naissance, enfin, la vie intra-utérine, la naissance, ce sont des passages transformateurs et vraiment fondateurs dans la construction de la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire qu'on sait qu'en fait, les recherches montrent que le fœtus, c'est une véritable éponge émotionnelle. Et il perçoit énormément de choses de son environnement et il ne va pas forcément avoir le recul ou les infos qui lui permettent de comprendre ce qu'il perçoit. C'est-à-dire que si sa maman, par exemple, mettons, elle vit un deuil pendant la grossesse, il va percevoir cette immense tristesse, peut-être ce déni, ce choc, bref. Et voilà, si on ne parle pas à cet enfant-là, en fait, s'il n'a pas les infos pour remettre dans le contexte, il peut vraiment, enfin, il va tout ramener à lui, en fait, parce que voilà, son monde est très petit, en fait. Donc, il peut vraiment se penser la source du problème et déjà se créer des croyances qui vont être erronées, mais parce que du coup, il n'a pas les infos pour comprendre ce qui se passe. Donc, c'est là où, en fait, moi, j'encourage énormément les parents à, quel que soit ce qu'ils vivent, en fait,
parce que voilà, la vie est faite de hauts, de bas, d'événements difficiles. On ne peut pas être serein tout au long de la grossesse, c'est pas possible, même si on a envie de privilégier ça. Mais du coup, c'est vraiment de parler à leur enfant et leur expliquer ce qui se passe. Et vraiment le déculpabiliser, en fait, voilà, lui dire, ben là, il y a ça qui est difficile pour moi. Ça n'a rien à voir avec toi, je m'en occupe. Voilà. Et c'est vraiment ça, pour moi, un des enjeux importants. Donc ça, c'est pendant la grossesse. Et après, le deuxième passage vraiment fondateur dans la création du psychisme de l'enfant, c'est la naissance. C'est-à-dire que la manière dont lui va vivre ce passage-là, et il va engrammer, en fait, il va en tirer des conclusions, des grandes croyances qui vont par la suite déterminer sa personnalité future et donc du coup sa vie, en fait. Et donc, c'est vrai que moi, j'encourage les parents le plus possible à avoir une naissance, enfin, pouvoir vivre une naissance respectée, c'est-à-dire avec le moins d'intervention possible, sauf quand vraiment c'est nécessaire. Mais voilà, avec le moins d'intervention possible, dans le sens où si par exemple on déclenche un accouchement, eh bien, on note en fait quelque part la première grande décision de sa vie de cet enfant-là. Donc par la suite, eh bien, il aura peut-être des difficultés à faire des choix, parce que le premier grand choix de sa vie, on ne l'a pas laissé faire. Et là, c'est pareil, s'il y a besoin d'intervention, vraiment parce qu'il y a une pathologie, ou si pendant l'accouchement, il y a une urgence, moi, je vais vraiment inviter les parents à expliquer à leur enfant ce qui se passe. Pourquoi là, il y a besoin d'intervention. Et puis surtout, lui dire que, mettons toujours dans le cas d'un accouchement, il n'a pas pu choisir le moment de sa naissance, pardon, d'un déclenchement, je me suis emmêlé les pinceaux. Lui dire que c'est que pour cette fois-là. Là, il n'a pas pu choisir. On lui a imposé quelque part le moment parce qu'il y avait telle et telle chose, et c'est ce qui paraissait le plus juste pour nous à ce moment-là. Mais vraiment lui dire que par la suite, il pourra faire ses choix à son rythme. Voilà, et mener ses projets à son rythme, en fait. Voilà. Qui se sentent pas... parce que c'est... prendre des décisions pour lui-même. Voilà, complètement, c'est ça. Merci. Effectivement, on retrouve souvent en thérapie des traces comme ça. En ICV notamment, je travaille sur les mémoires cellulaires. Et quand on traverse justement le temps avec de la conception en passant par toute la grossesse et la naissance et les premiers mois, etc., etc., souvent on retrouve des sensations corporelles ou des impressions comme ça, notamment je pense à un patient dont la maman a connu justement un deuil pendant la grossesse, et il avait cette sensation de solitude qui était assez inexplicable en fait, mais vraiment cette impression d'être seul. Ouais. Et, et tout ça, ça reste un peu dans l'innommable, notamment quand on n'a pas fait de pont et d'association avec les faits réels qui Oui. parfois en plus sont, comme tu disais, passés sous silence. D'où l'intérêt de verbaliser en fait et de mettre des mots quand on est, même quand on est enceinte, de parler à son bébé, d'autant qu'il y a bon nombre d'études qui viennent appuyer ça, le fœtus qui perçoit même la voix de sa mère entre les autres, enfin qui est capable de les Oui. criminer. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se jouent, et ce qui est incroyable quand même, je trouve ça vaut le coup d'en parler. Il y avait une étude qui avait été faite, il y avait des modifications cardiaques du fœtus quand la mère parlait en silence à son Oui, enfant, complètement. et ça j'avais trouvé ça magique. Mais oui, c'est ça, et ce que tu dis, c'est très juste, et et en même temps, enfin voilà, il y a vraiment ce que peuvent vivre les parents pendant la grossesse qui est fondamental et important d'expliquer au bébé, mais en même temps, il peut y avoir aussi des traces, des mémoires, par exemple, que les parents portent, par exemple, d'un accouchement précédent traumatisant, ou des mémoires, d'une fausse couche, d'un IVG, ce genre de choses, et qui restent quelque part engrammées dans le corps, et même si ce bébé-là, on peut se dire: «Ça le concerne pas parce que du coup, c'était avant» et cetera. Il peut quand même vraiment rester des traces, et lui, de manière inconsciente, il va s'imprimer de ça.
à la fois, enfin voilà, pour moi, ces mémoires, elles s'engramment vraiment dans l'utérus. Donc ça peut être intéressant effectivement pour les parents à qui ça parle de faire un travail de nettoyage de ces mémoires, de libération, etc. Et puis au-delà de ça, ben, le fait pour moi, c'est toujours important en fait de leur expliquer ce qui s'est passé avant. Par exemple, des parents qui ont vécu une fausse couche et puis du coup, la prochaine grossesse, peut-être ils n'osent pas vraiment créer le lien avec cet enfant parce qu'ils ont peur de s'y attacher au cas où ça devait se reproduire. Mais ils peuvent vraiment là se sentir rejetés en fait, se sentir pas accueilli parce qu'il ne comprend pas pourquoi ses parents restent à distance ou alors que ben, peut-être justement c'est voilà, même si pour le moment c'est difficile pour cette maman de créer le lien avec son bébé, peut-être juste exprimer ce qui se passe pour elle à son bébé, de lui dire qu'elle est très heureuse qu'il soit là, mais que pour le moment c'est difficile pour elle de s'attacher parce que justement elle a vécu un deuil avant et que ça a été voilà, ça la peine toujours énormément. Et je pense qu'un bébé, cette conscience qui est là, à partir du moment où on lui explique voilà, avec sincérité et avec amour ce qu'on vit, ils sont capables d'accepter énormément. Et ça va justement lui permettre de comprendre ben, que c'est pas lui en tant qu'être qui est rejeté. En fait, c'est juste ben, voilà, par rapport au vécu de cette maman, elle n'est pas capable pour le moment, elle n'est pas en mesure en fait d'investir le lien, mais ça va venir en fait. Et c'est pas, voilà, elle va pas porter ce poids-là en fait. Donc voilà, même les événements de vie qui se sont passés avant, et puis pour moi même au niveau du transgénérationnel, je suis certaine aussi, pour ma part, qu'il y a des choses qui se transmettent à ce niveau-là, dont on n'a pas forcément conscience. Et donc si des gens à qui ça parle, qui veulent faire un travail à ce niveau-là, pour moi c'est forcément bénéfique aussi pour ce bébé à naître. Ouais, bah, de toute façon, tout le travail qu'on peut faire sur soi, sur nos mémoires, est bénéfique aux générations, suivantes, hein. Oui, Tout converge en ce sens. oui, oui, j'en suis convaincue, oui. Tu parlais tout à l'heure de d'âme et de conscience. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes croyances? Parce que ça reste encore du domaine de la croyance, mais, à ce sujet pour mieux comprendre la façon dont tu considères la naissance et qu'est-ce qui se joue à ce niveau-là? Mmh. Oui, comme je te disais, moi, en fait, l'évidence qu'une âme existe avant de naître à la Terre, en fait, si tu veux, ça m'est vraiment apparu ben, au moment où moi j'ai pris conscience de tous les conditionnements que je portais, en fait, et que je me suis demandé, mais qui je suis, moi, en deçà de ces conditionnements qui, du coup, m'ont été inculqués par mon éducation, la société dans laquelle j'ai grandi, etc. Mais je me suis dit, mais moi, je suis pas ça, en fait. Et donc, qui je suis? Et c'est vraiment à ce moment-là que ça m'est apparu comme une évidence qu'il y a enfin, sous ces couches de conditionnement, il y a ce qu'on peut appeler l'âme, ou en tout cas une conscience qui préexiste à ça, et qui, en venant s'incarner sur Terre, en grandissant sur Terre, eh bien, va voilà, comment on dit, s'envelopper de toutes ces croyances, ces conditionnements, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est enfin, pour moi, c'est plus que de l'ordre d'une croyance, mais après, je comprends que pour d'autres personnes, ça soit vu différemment. C'est une Et conviction pour toi? voilà, pour moi, c'est vraiment une conviction profonde. Et puis, mais je l'ai vraiment senti aussi parce que j'ai pris conscience de ça avant d'être maman. Et donc, à partir du moment où avec mon compagnon, on a souhaité avoir des enfants, bon, je suis tombée enceinte très vite, mais avant même d'être enceinte, en fait, j'ai senti l'âme de mon bébé autour de moi. Et j'avais déjà le prénom, je savais qu'il serait un petit garçon. Et voilà, je l'ai vraiment je savais qu'il était là. Et donc, du coup, en fait, quand le test de grossesse était négatif, parce que entre le moment où je l'ai senti la première fois et le moment où je suis tombée enceinte, il s'est passé presque 2 mois. Je me suis dit, mais en fait, je me fais des films. Enfin, et finalement, avec le recul, je me dis, mais non, en fait, mon intuition, elle était bonne, il était vraiment là. Parce que, alors après, il y a plusieurs auteurs qui expliquent effectivement que l'âme, elle vient déjà vivre dans l'environnement de ses parents environ 3 mois avant la conception. Donc certains parents, effectivement, je ne suis pas la seule à le dire, hein, mais ressentent la présence de leur enfant avant même qu'il soit conçu. Voilà. Et donc du coup, cette âme-là, ben, en fait, on peut imaginer ça comme un cycle, hein, c'est ce que disent les bouddhistes, par exemple, c'est-à-dire que à la mort, la conscience repart donc du coup
on l'appelle comme on veut, l'au-delà, voilà, selon les termes qu'on a envie d'utiliser. Et puis, au bout d'un certain temps, elle va ressentir de nouveau l'appel de la Terre, revenir s'incarner pour vivre, voilà, expérimenter quelque chose de nouveau, etc. Et en fonction de sa feuille de route, de ses aspirations d'âme, de ce qu'elle a envie de vivre, eh bien, elle va venir s'incarner dans une famille qui va lui permettre de l'accompagner au mieux dans ce qu'elle souhaite vivre et expérimenter, en fait. Donc ça, c'est ce en quoi je crois aussi. Et donc, du coup, le processus d'incarnation fait que cette âme, au fur et à mesure qu'elle redescend vers la Terre, elle va se couper justement petit à petit de ces plans plus subtils, qui sont plus légers, remplis d'amour, de lumière, et retourner petit à petit vers la matière, plus dense, avec ce sentiment de séparation qui est difficile du coup, parce qu'elle se coupe de sa famille d'âme. C'est l'âme qui s'incarne sur Terre, quelque part, elle vit un deuil aussi. Et c'est... certains auteurs disent même que c'est un deuil plus difficile à faire que quand on meurt finalement, ou on quitte sa famille terrestre. Quitter sa famille céleste, ce serait plus difficile. Et c'est là où justement tout l'amour que les parents vont pouvoir porter à cet enfant, tout l'accueil et toute la joie qu'ils vont avoir de l'accueillir, ça va vraiment venir soutenir cette âme pendant toute son incarnation en fait, parce que c'est un processus qui n'est pas forcément évident pour une âme. Et pour moi, de nombreuses fausses couches, par exemple, peuvent être expliquées par le fait que finalement, ces âmes-là, elles ne se sentent pas prêtes et elles choisissent de faire demi-tour parce que là, c'est trop dur pour elles et elles reviennent plus tard à un autre moment quand elles se sentent plus prêtes, etc. Vraiment, pour moi, c'est ça. Ça ne veut pas dire que toutes les fausses couches, c'est ça, mais je pense qu'une grande partie, ça peut être expliqué par ça. Et moi-même, l'ayant vécu, tu vois, parce que j'ai fait une fausse couche entre mes deux garçons, du coup. Et c'est vrai que moi, pour mes enfants, j'ai eu pas mal de messages par mes rêves, en fait. Et cet enfant, moi, je suis persuadée que c'était une petite fille, mais en même temps, je n'ai pas la confirmation parce que j'ai fait la fausse couche très tôt dans la grossesse, tu vois, à 7 semaines. Donc, je n'avais même pas fait d'échographie encore, je savais pas du tout. Et puis, je l'ai vue repartir, j'ai fait un rêve d'elle et je l'ai vue repartir vraiment, en fait, elle était en paix avec sa décision de se dire, ok, je repars et puis t'as pas à te culpabiliser de ça. Puis elle a un grand sourire et vraiment, ça m'a ôté tout sentiment de culpabilité sur le moment. Et vraiment, pour moi, il n'y a pas eu de deuil à faire parce que je savais que c'était son choix et que, voilà, peut-être elle reviendrait ou pas, mais en tout cas, j'avais pas apporté ce poids-là, en fait. Donc, c'est en ce sens-là où d'avoir ce lien, en fait, avec les âmes qui viennent ou qui repartent, c'est extrêmement, je pense, soutenant et libérateur des deux côtés, en fait. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on peut aussi se culpabiliser pour énormément de choses qui, au final, sont juste des projections qu'on fait sur nos enfants. Et puis eux, ils ne vivent pas forcément comme ça. Voilà. Et puis, du coup, pour moi aussi, l'âme qui vient s'incarner, elle sait, en fait, quel moment sera le plus propice pour elle pour naître. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que doter quelque part la première grande décision de leur vie au bébé, ça va avoir un impact en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire que l'enfant, il sent en fait quand il est prêt. Et puis, c'est lui qui va déclencher, mettre en route l'accouchement. Et puis, même au niveau hormonal, maintenant, on se rend compte que c'est ça qui se passe, effectivement. Le bébé, le fœtus va libérer une hormone qui, en circulant à travers le placenta, va faire déclencher la sécrétion d'ocytocine et lancer les contractions, etc. C'est le bébé qui décide effectivement du moment où il veut arriver, hein, si on peut C'est ça. parler de ça comme ça, Oui. notamment un petit rappel du superbe épisode de podcast avec Michel Audin à ce sujet, Oui. sur Oui. l'épidémie de déclenchement de l'accouchement Oui. et ses conséquences potentielles. En fait, quand tu as parlé de Michel Audin, ça m'a fait penser à une autre situation des parents que j'ai accompagnés du coup pendant la grossesse. C'est en fait pour expliquer en quoi le bébé peut vraiment, perçoit vraiment ce qui se passe autour de lui, dans quelle émotion, dans quel état d'esprit sont ses parents et à quel point ça peut l'impacter en fait. Donc ces parents-là, en fait, c'était une grossesse surprise.
Et la maman travaillait beaucoup, elle a mis énormément de temps à conscientiser qu'elle était enceinte et que l'accouchement arrivait en fait. Et puis son bébé était toujours en siège. Et donc à 37 semaines de grossesse, ben voilà, l'équipe médicale a fait un peu pression pour programmer une césarienne parce que pour eux, accouchement par voie basse en siège, c'est trop... Voilà, disons qu'ils ne sont pas habitués à accompagner ça. Je connais, j'ai Et connu voilà, malheureusement et oui. c'est aussi pour ça que j'ai envie de communiquer là-dessus Mmh. parce qu'à titre personnel, effectivement, j'ai connu un vol d'enfantement Ouais, et ouais, c'est je ça. trouve que c'est important de dire, aux femmes qu'elles peuvent accoucher par elles-mêmes et C'est parler ça. aussi de l'impact de tout cet, interventionnisme, Oui, dont complètement. on ne parle pas assez. On ne parle pas assez de toutes les conséquences que ça peut avoir, que ce soit sur la santé mentale, du bébé, de la mère, les Oui. postpartum compliqués et de la Ben oui, suite, c'est ça. du lien Ben oui. d'attachement et cetera. Donc bon, peut-être que ceux qui écoutent le podcast, depuis le début auront compris cette volonté que j'ai de parler de tout ça et de l'importance de ces débuts de la vie et Et de les oui, mais respecter au mieux. complètement. Et puis en fait, le problème, c'est pas que vraiment l'accouchement par voie basse pour un bébé en siège soit plus risqué, c'est simplement que les équipes médicales ne sont pas formées et habituées à accompagner ce genre d'accouchement en fait. Mmh. Mais donc du coup, c'est pour en revenir à mon histoire, cette maman-là, elle pour le coup, elle ne se sentait pas en confiance d'accoucher par voie basse, donc elle a accepté la césarienne programmée. Et puis en discutant avec elle, je me rends compte en fait qu'elle a toujours pas vraiment pris conscience que son bébé il est là dans moins d'un mois. Mmh. Et du coup, je l'ai vraiment incitée à se poser, en fait, et à parler à son bébé, à lui expliquer, parce qu'elle a mis énormément de temps, en fait, à créer le lien avec son bébé, du fait que ça soit une grossesse surprise, etc. Mmh. Et donc, à juste lui parler, lui expliquer ben, tout ce qu'elle a vécu, en fait, toutes les émotions qu'elle a traversées pendant la grossesse, de l'annonce de la grossesse jusqu'à maintenant. Et puis, elle a pris le temps de ça et voilà, d'exprimer à son bébé que malgré le fait qu'elle ait beaucoup travaillé, que ça les ait beaucoup surpris et déstabilisés au départ, que eh ben maintenant, voilà, ils avaient tout, enfin, ils avaient fait en sorte d'être prêts pour l'accueillir, en fait. Euh, et c'est marrant parce que du coup, enfin, cette maman, en fait, avait rendez-vous quelques jours après à la maternité pour faire une échographie de contrôle, puis avec l'anesthésiste, du coup, pour la césarienne. Et donc, elle voit l'anesthésiste en premier, parce que je l'ai eu au téléphone juste après, en fait. Et donc, l'anesthésiste lui explique pour la césarienne comment ça se passe, etc. Et cette maman donc, demande quand même, et si finalement bébé s'est retourné? Et là, l'anesthésiste qui lui répond, non, non, mais ça, madame, ça n'arrivera pas. Mmh. Bon, elle a trouvé ça un peu, voilà, Mmh. très catégorique. Et puis finalement, elle enchaîne avec l'échographie. Et puis là, surprise, à l'échographie, le bébé s'était retourné. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment pour illustrer à quel point ça a un impact de parler avec son bébé, parce que moi, je suis convaincue que ça a eu cet effet. Alors voilà. Je pense qu'en fait, ce bébé avait besoin d'entendre que ses parents étaient prêts. Et du coup, de savoir que ses parents étaient prêts, elle a pu se préparer elle-même et se préparer à naître, en fait. Mmh. Voilà. Oui, il s'en passe des choses qu'on voilà, on pourrait penser peut-être un peu abracadabrantes, mais qui Mm, en fait, voilà, il y a de plus en plus d'études, hein, très voilà, très scientifiques pour ceux qui ont besoin de s'appuyer sur, toutes ces études-là. C'est important de le dire que, bah, toutes ces mises en mots, toutes ces conscientisations, mm. ont un impact, heu Oui, et c'est hyper important de le dire. oui, c'est ça. Et après, même si finalement, tu vois, ce bébé ne s'était pas retourné et que cette maman était allée pour la césarienne programmée, eh ben à ce moment-là, voilà, tout n'est pas perdu non plus, parce que pour moi, ce qui est vraiment important à faire à ce moment-là, c'est d'expliquer à l'enfant ce qui va se passer, pourquoi on intervient, comment ça va se passer, et qu'il soit pas pris au dépourvu, parce que ça peut être vraiment violent pour un bébé, en fait, voilà, qui est tranquille dans le ventre, qui sait pas du tout. Voilà ce qui va se passer. Et puis surtout, une césarienne, c'est très rapide. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, il n'a pas vécu les contractions, rien du tout. Il n'est vraiment pas Mmh. préparé et il est à l'air libre. Ça, c'est vraiment dans le cas d'une césarienne programmée. Après, une césarienne en urgence pendant le travail, c'est un peu différent, parce que là, quand même, bébé Mmh. il a quand même vécu le départ du processus de la naissance. Il sait à quoi s'attendre.
Mais une naissance programmée, voilà, comme ça par césarienne, ça peut être vraiment vécu brutalement pour l'enfant. Et donc c'est là où c'est important de vraiment expliquer, verbaliser ce qui se passe. Et puis c'est pareil, lui dire que voilà, c'est uniquement que pour cette fois-ci et que pour les prochaines grandes décisions de sa vie, eh bien, il pourra y aller à son rythme, mener à bien ses projets par lui-même. Il n'aura pas besoin d'assistance extérieure ou voilà, ce genre de choses. Parce que ça peut être des bébés qui peuvent avoir l'impression que pour aboutir à quelque chose, ils ont besoin toujours qu'on vienne les chercher, en fait. Une petite anecdote rigolote qui concerne justement l'accouchement dont je parlais, qui Oui, était un siège. On m'avait moi aussi programmé du coup ma césarienne à une certaine date, assez arbitraire d'ailleurs. Je me souviens que c'était moi qui avais dû définir la ouais, date à laquelle je voulais accoucher. Alors que bon, moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps et je voulais vraiment accoucher par voie basse, mais ils ne oui. voulaient rien savoir. Ils m'ont fait faire une radio du bassin pour me dire que non, non, c'était pas possible, voilà. Wow. Ok. Et, et donc bon, j'ai dû définir une date, et en fait, bah, voilà, c'était tel jour à 10 heures. Et en fait, mon bébé a décidé de naître, de vouloir naître en tout cas, la veille au soir, à 11 heures Mmh. du soir en fait, j'ai commencé à avoir des contractions, à ce Mmh. moment. Donc c'est rigolo parce que finalement la césarienne programmée s'est transformée en césarienne d'urgence, Oui, malheureusement parce que j'ai pas eu assez d'informations en fait oui, et de soutien, du corps médical. oui, Si j'avais été mieux informée, bah, je me serais fait confiance et puis j'aurais accouché par oui, voie c'est basse, ça. le bébé en siège. Mais bon, voilà, mais Oui, toujours oui. est-il que cette césarienne programmée s'est transformée en césarienne d'urgence et que le Mmh. bébé a quand même fait cette démarche bah, Oui, de travail en fait, et qui a eu toutes complètement. des contractions très, très douloureuses. Oui, Et et voilà, bon, ouais, c'est ouais. rigolo parce que c'est vrai que, bon, moi, je me suis questionnée après avec ça. Je me suis dit: «Bah, c'est moi qui ai déclenché cet accouchement finalement parce que heu, je voulais pas de cette césarienne programmée, ou est-ce que c'est», enfin, tu Mmh. vois? C'est ça qui est toujours Oui, ces c'est ça. questions. Mais je comprends tout à fait et en même temps, je pense que tout est lié. C'est-à-dire que ton bébé a dû ressentir que pour toi, c'était pas idéal du tout la césarienne programmée. Il a peut-être, senti un petit peu de pression, tu vois? En se disant, Mmh. et puis finalement, peut-être que ça lui convenait mieux comme ça aussi. Donc, Ouais, on sait pas. On sait ouais, pas, c'est ça, hein, beh, on ne oui, fait c'est ça. qu'interpréter. Et Ah, oui. Et en même temps, beh, enfin, c'est très chouette en fait qu'il ait pu, vivre en tout cas la première partie de ce processus de naissance parce que enfin, voilà, pour les bébés, ça aide énormément par la suite aussi. Parce qu'eux, ils ont aussi besoin de vivre ce passage-là, pour pouvoir, beh, d'une part, pour moi en tout cas, s'incarner pleinement, mais ne serait-ce que les conséquences par la suite, bah, tu vois, pour, la mise en route de l'allaitement par exemple. Eh bien, un bébé qui n'a pas baigné en fait dans les hormones de l'accouchement, ça va être beaucoup plus difficile pour lui en fait de pouvoir avoir une bonne succion qu'un bébé qui a vécu tout le processus en fait. mmh, Et puis pour la maman aussi, la montée de lait va sûrement, enfin en général, ça met un petit peu plus de temps aussi quand c'est une césarienne programmée avant le travail mmh, qu'en cours de travail, tu vois. Et donc voilà, tout est lié et en tout cas, voilà, tant qu'il y a pas d'urgence vitale, pour moi, intervenir, voilà, pour un bébé en siège, une césarienne, c'est vraiment pas justifié, sachant qu'en plus, les protocoles, ils vont être vraiment différents d'une maternité à l'autre. Il y a beaucoup de maternités en France qui, malheureusement, vont préconiser une césarienne programmée dans ce cas-là, mais il y en a aussi qui accompagnent des accouchements par voie basse. Moi, j'ai une amie qui a accouché 2 fois par voie basse, d'un bébé en siège et puis ils lui ont jamais parlé de césarienne programmée parce que pour eux, c'est OK, ils savent gérer ça, en fait. mmh, mmh, Voilà et donc du coup, c'est vrai on vole ce moment-là aux femmes sous prétexte que le personnel médical, n'est pas, mmh. en sécurité eux-mêmes, en fait, pour accompagner ça et Ouais, ouais. c'est ça. Bah, ça facilite pas, le processus certainement, et puis, Ah bah, oui, par souci de rentabilité, de temps, enfin voilà, il y a des enjeux qui nous dépassent, nous, en oui, tant que femmes enceintes, quoi. Voilà. mais oui, c'est ça, c'est ça. Où l'humanité est un peu mise de côté, au profit d'autre chose, on va dire. Oui. Ouais, j'ai entendu parler
de transmission, de ce qui pouvait se passer, in utero, sur, l'expression des gènes en fait, pas l'écriture, mais sur l'expression des gènes, avec même des transmissions aux générations futures. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, ça du coup, c'est les derniers travaux en épigénétique qui ont, montré ça. Notamment, c'était des expériences avec des souris parce que les souris se reproduisent très vite, donc c'est très facile de voir les changements, en tout cas, qu'il peut y avoir, d'une génération à l'autre. Hem, Où en fait, alors je me rappelle plus exactement le contexte de l'expérience, qu'est-ce qu'ils avaient, enlevé ou mis en plus, aux mamans souris et cetera, mais en tout cas, ils voyaient que les le stress, en fait, que pouvait vivre une maman se répercutait vraiment de génération en génération. Hem Et ce qui, pour moi, enfin, il se passe la même chose, c'est-à-dire que les thérapeutes qui travaillent avec les mémoires transgénérationnelles, vont vraiment voir des liens entre, par exemple, des ancêtres qui ont vécu, voilà, les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, et les répercussions que ça peut avoir, 3-4 générations après. Hem, voilà, je dis les tranchées, mais ça peut être complètement autre chose, hein. Des Hem famines, des Voilà, complètement, c'est ça, des peurs de des manquer, guerres. des guerres, ou même des événements, parce que c'est des événements assez globaux, mais des événements plus personnels, de vie, en fait, qui vont, pouvoir, en fait, à partir du moment, pour moi, hein, c'est la compréhension que j'en ai. C'est-à-dire que si, il y a un événement de vie qui n'est pas exprimé ou qui n'est pas, résolu pendant une vie, il va être transmis malgré nous, à la descendance, et ça ne veut pas dire que tous les descendants vont en hériter, mais en tout cas quelques-uns vont s'imprégner de ça. Hem Et ça peut ressurgir, 3-4 générations après, et donc du coup, on ne fait pas forcément le lien de cause à effet. Mmh. Et mais ça peut vraiment avoir un impact. Enfin, pour citer un exemple personnel, si ça t'intéresse. Bien sûr. Moi, parce que j'ai pris conscience de ça assez récemment, parce que j'ai beaucoup travaillé là, ces dernières années, sur mon arbre généalogique, justement pour voir, les liens qu'il pouvait y avoir. Et je te parlais tout à l'heure de mon petit garçon, dont j'ai eu le prénom avant même d'être enceinte. Et à l'époque, ce prénom-là, enfin, pour être clair, en fait, c'est Moïse. Et moi, ça m'évoquait rien d'autre que, en fait, ce grand maître dans la Bible, et cetera. Pour moi, c'était uniquement ça. Et finalement, en me penchant dans mon arbre généalogique, je rencontre un ancêtre, donc un arrière-grand-père qui s'appelle Moïse, qui est mort pendant la guerre 14-18, Mmh. et qui partage la même date de naissance que moi. Je me dis quand même, ça fait Mmh. beaucoup de coïncidences. Mmh. Et finalement, pour moi, c'est pas anodin, en fait. C'est que j'avais un lien, quelque chose à comprendre, si tu veux, avec cet arrière-grand-père-là. Et il se passe qu'en fait, cet arrière-grand-père est décédé à la guerre quand ma grand-mère avait 3 mois. Et donc il n'a jamais connu sa fille parce que, voilà, sa femme était enceinte, quand il est parti à la guerre. Mmh. Et donc ma grand-mère a grandi sans la présence de son père, mais sans même que son père ne soit évoqué à elle. Et puis ensuite, mon père lui-même n'a jamais entendu parler de son grand-père. Et puis, en fait, cet homme-là, il a complètement disparu de la famille, et puis il était complètement oublié, en fait. Mmh. Et donc, enfin, pour moi, ça fait partie des choses non dites, non digérées, tu vois, les deuils non faits. Et puis finalement, 4 générations après, tu as ce prénom qui revient, Mmh. parce que, quelque part, pour honorer la mémoire de cet homme-là qui a été complètement oublié, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas des morts, c'était tabou, et cetera. Et donc, du coup, le travail généalogique que j'ai pu faire pour, retrouver les circonstances, voilà, de sa vie, de sa mort, et cetera, je me dis, quelque part, je lui redonne une place à cet homme-là, et puis il sort de l'oubli, et puis maintenant, c'est réglé. Mais voilà, je pense que voilà, j'ai porté cette mémoire-là parce que c'était pas résolu. Et Ah, c'est oui, passionnant toutes ces oui. choses-là. Mmh. Et oui, 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 complètement. Oui, moi, je t'avoue que ça me passionne aussi. Et en même temps, je me dis, tu vois, le fait d'être doula aujourd'hui, pour moi, c'est pas un hasard non plus, parce que quand je regarde dans mon arbre généalogique le nombre d'enfants, tu vois, qui n'ont pas connu leurs parents, par exemple, parce qu'ils sont décédés très jeunes ou pour X raisons, ou alors les enfants qui sont nés de pères inconnus, tu vois, et qui, du coup, n'ont pas cette filiation, et on leur a certainement jamais parlé de leur père,
Et tu vois, je pense que c'est aussi pour ça que moi, je suis vraiment attachée au fait que les parents expliquent, disent à leur enfant ce qu'ils vivent, ce qui se passe, et tu vois, pour justement éviter tous ces non-dits et tous ces bagages qu'on porte malgré nous, Mm, parce que ça n'a pas été exprimé, en fait. mm. Donc, je pense que c'est très, très lié, tu vois, je suis pas là par hasard. Ouais. On est rarement là par hasard, je pense. C'est ça. Mais c'est bien de pouvoir les conscientiser, tout ça. Mm. C'est hyper important. Enfin, c'est fabuleux. Moi, je m'estime très. Enfin, j'ai plein de gratitude pour les récits de vie que je reçois en consultation, cette quête en fait de sens, Oui, parfois qui n'a pas eu lieu justement oui, parce oui, que parce qu'il y a eu des silences, parce qu'il y a eu des non-dits, des fantômes dans le placard. oui, c'est ça. Et puis voilà, ils tentent de mettre des mots comme ça, de faire sens, de trouver du sens. Et Mm. quand on y arrive un petit peu, ben on est content. Oui, 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 oui. Ouais, et qu'est-ce que tu penses, toi, justement, on parlait d'intervention, de l'impact des interventions. Qu'est-ce que tu penses de la péridurale, qui est très, très commune dans notre société? Oui. Ce que j'en pense. C'est-à-dire que la péridurale, oui, dans notre société, elle est banalisée. En fait, on vit dans une société, tu vois, où les gens ils ne veulent plus ressentir la moindre douleur, le moindre inconfort. Et donc, du coup, la péridurale, c'est l'option rêvée pour éviter tout inconfort. Euh, et en même temps, pour certaines personnes, ça va être vraiment utile et nécessaire parfois, mais pour moi, ça devrait être vraiment une minorité, parce que je pense que dans la majeure partie des cas, en tout cas, si les parents, si les femmes enceintes étaient bien accompagnées, elles n'en auraient pas besoin, parce on est des mammifères, on est capable de mettre au monde nos bébés par nous-mêmes. Et tu vois, accoucher avec péridurale, c'est quelque part se priver de la grande initiation qui est liée à l'accouchement, à la mise au monde, à la naissance, qui permet justement de plonger en soi, de lâcher le mental, de vraiment se connecter à son corps, et puis d'aller repousser ses limites pour en sortir grandi, en fait, tu vois, et avec ce sentiment de compétence dont on a vraiment besoin en tant que parent, j'ai été capable de mettre au monde mon enfant, donc je vais être capable de répondre à ses besoins et de l'accompagner au mieux dans la vie. Et quelque part, la péridurale peut, pour certains moments, ôter ce sentiment-là, tu vois, il y a certaines péridurales qui sont bien dosées, où elles arrivent encore à ressentir ce qui se passe, mais pour d'autres où c'est vraiment, voilà, elles sont déconnectées de leur corps, déconnectées de leur bébé, et donc du coup, elles ne vivent pas ce passage-là de cette manière-là, et ça peut être très difficile après pour créer le lien en postpartum, par exemple, pour se sentir compétent en tant que parent. Et pour moi, c'est pas un hasard s'il y a autant de dépression postpartum, tu vois, dans notre culture, par exemple, c'est parce que les conditions de l'accouchement favorisent ça. Elles ne sont pas du tout idéales et en tout cas respectueuses de la physiologie à la fois pour le maman et le bébé, et ça a des conséquences à long terme. Et je pense que Mm, nombreux ne font pas encore le lien. mm. Qu'est-ce qu'on peut imaginer que l'âme, selon ta conception des choses que tu nous as un petit peu expliquées, qu'est-ce qu'elle peut vivre en cas d'IVG, par exemple, d'IMG, de PMA? Alors, pour moi, en fait, tout dépend tout dépend de la conscience que les parents vont mettre sur cet événement-là, en fait. C'est-à-dire que l'IVG, s'il est pratiqué, mais sans qu'on ait rien expliqué à cet enfant, en fait, parce que pour moi, il est vraiment, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une âme, il y a une conscience qui est là. C'est vraiment un être qui est présent, et donc du coup, il va subir les choses de plein fouet comme un immense rejet. Et ça peut vraiment le blesser, mais profondément, voilà, et qui porte ce rejet-là longtemps par la suite, tu vois, même dans ses prochaines incarnations, etc. Alors que pour moi, les parents qui sont en accord avec voilà, cette croyance-là et qui sont conscients de ça, ils vont pouvoir adoucir énormément les choses, mais en parlant toujours pareil à cet enfant-là, en lui expliquant que c'est pas lui en tant qu'être qui est rejeté, mais que c'est plutôt la situation qui est pas propice pour eux, qui est pas idéale, mais que ce soit le contexte économique ou le temps, parce que peut-être ces parents-là se sentent trop jeunes, ou peu importe en fait. Et comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on explique vraiment avec le cœur ce qu'on vit
une âme, à une conscience, à un enfant, eh bien, il va pouvoir comprendre. Et donc, du coup, même si ça ne veut pas dire que ça ne sera pas douloureux pour lui de repartir, mais en tout cas, il ne portera pas ce poids-là, ce rejet-là, parce qu'il sait que ce n'est pas lui en tant qu'être qui sera rejeté. Donc, pour moi, c'est important, oui, que les parents puissent exprimer ça à cet enfant avant l'intervention. Et puis des fois, il y a des parents qui prennent conscience de ça longtemps après, tu vois, plusieurs années après, et qui portent beaucoup de culpabilité par la suite quand ils ont conscience de ça. Et du coup, moi, ce que je peux les encourager à faire à ce moment-là, c'est d'écrire une lettre, par exemple, à cet enfant-là et de lui exprimer tout ce qu'ils n'ont pas pu dire sur le moment parce qu'ils n'avaient pas conscience encore de ce qui se jouait. Mais je pense que ça peut énormément les libérer eux. Et puis, moi, je suis certaine que quelque part, le message, il est reçu de l'autre côté, tu vois, et que ça va permettre de libérer, de clarifier le lien, tu vois. Bon, merci beaucoup pour ton partage, ton expérience, ton parcours. Je suis heureuse d'avoir abordé cette question-là avec toi. Merci à toi, Chloé. Merci pour ta confiance. Eh ben, je t'en prie. Et puis peut-être à bientôt. Oui, avec grand plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À Cœur Joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.